Des regrets et une revendication. Les habitants de Ndiagne et les maîtres coraniques se disent touchés par le traitement subi par des enfants talibés. En même temps, ils réclament l'élargissement du principal mis en cause, Serigne Cheikhouna Gueye Di Khadim. Le khalife général des Mourides appelle au calme et à la sérénité le temps que la justice se prononce sur ce dossier. Après quoi, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké promet de réagir après concertation avec les khalifes généraux. L'appel strident de l'administrateur du centre d'alphabétisation des sourds de Pikine. 78 élèves sont en danger à cause de l'état de dégradation très avancé du bâtiment prêté par le service départemental des sports. Les Lions du beach soccer sont déjà en quart de finale du mondial Paraguay 2019. Ngalasila et ses joueurs ont dominé les Émirats arabes unis sur le score sans appel de 3-1. Tous les résultats de la Ligue européenne des champions avec le match choc Real PSG 2 buts partout, ce sera dans la page des sports de Seydou Nourouba. Le tour du web, El Hadji Date Diop, le marché, les informations économiques, Nafissa Toussila, bonne santé, Salimata Aou, la chronique du mardi, Pape Sambakan, l'invité du soir pour terminer, El Hadji Mansour Diop, expert en transport aérien, ancien commissaire au pèlerinage au lieu saint de l'islam, entretien avec Pape Bess Diba sur la nouvelle acquisition d'avions de la compagnie aérienne Air Sénégal SA et la polémique entre la délégation générale au pèlerinage et les voyagistes privés. Telles sont les grandes lignes de cette édition. Dans un court instant, le développement. Mamadou Amar Ndiol. À la présentation, à la technique, Abdou Cham. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'affaire du talibé enchaîné ou des talibés enchaînés à Ndiagne, c'est ce mercredi qu'elle va être jugée. Le khalife général des Mourides promet d'indiquer une direction après le verdict. Je vais m'entretenir avec les autres khalifes généraux pour que nous ayons une position commune, a dit Serigne Mountakha Mbacké, que je vous propose de suivre tout de suite. Serigne Mountakha Mbacké que nous allons écouter dans cette édition. Ce sera dans quelques instants. Louga, l'affaire des enfants talibés enchaînés dans un dar à Ndiagne installe la tristesse et la désolation. Les populations et les maîtres coraniques de la ville qui regrettent ce qui s'est passé demandent la libération de Serigne Cheikhouna Gueye Di Khadim. Abraham Paul Pouy. C'est au sud de la ville d'Ndiagne, vers Kër Amadou Yalla, que se trouve l'école de Serigne Cheikhouna Gueye Di Khadim dans le quartier de Ndiagne Mosquée à Tchounen. Sur place, des zincs utilisés pour clôturer l'école coranique à l'intérieur des cases. Ici, l'apprentissage du Coran et les vertus de l'islam priment surtout, selon Serigne Mbaye Diagne, maître coranique. L'obligation ici, c'est l'apprentissage du Coran. C'est ce qu'on demande aux enfants. Aujourd'hui, vous avez fait le constat. Les résultats sont là. Les enfants maîtrisent le Coran. Revenu sur les faits, il parle d'exagération quand une partie de l'opinion évoque les faits en les qualifiant de méthodes esclavagistes. Serigne Mbaye Diagne. Seuls les ignorants qui critiquent l'école coranique, elle est bénéfique. C'est presque larmes aux yeux que des témoignages sont faits sur Cheikhouna Gueye Di Khadim. Serigne Khadim est notre voisin. Il éduque toujours ses talibés. Il œuvre, il travaille pour l'islam. Il est très gentil. C'est ainsi que proches, parents, amis, maîtres coraniques demandent la libération de Khadim. Abraham Paul Pouy Ndiagne, Radio Futur Média. Je vous le disais tantôt, l'affaire des talibés enchaînés à Ndiagne, c'est ce mercredi qu'elle va être jugée. Le khalife général des Mourides promet d'indiquer une direction après le verdict. Je vais m'entretenir avec les autres khalifes généraux pour que nous ayons une position commune, a dit Serigne Mountakha Bassirou Mbacké que nous écoutons. dafa am fu mu leen di nekk nag lii sax daanaka mën na koo doon yónnee naa ci nañ bàyyi ba xam nu ñu def nu ñu àtte foofu moom mën naa doon tàmbale
J'attendais les autorités du gouvernement quelque part. J'avais depuis longtemps entamé une médiation. Depuis longtemps, j'ai réfléchi sur la question. Mais l'attente ne sera plus longue. Attendons le verdict de ce mercredi. Après, on verra avec les chefs religieux de ce pays ce que nous voulons et ce que nous ne voulons pas. C'est un problème national qui ne peut pas être réglé de manière légère. Il touche la marche de la nation et du pays. Et le Sénégal est un pays musulman à 95%. On ne peut pas continuer à vivre. Je vais convoquer les autres chefs religieux ici à Touba et on va réfléchir ensemble, on s'entend sur quelque chose que nous leur enverrons au président de la République ou à l'Assemblée nationale. Soit ils acceptent notre proposition ou bien ils changent la Constitution. Attendons ce mercredi avec le jugement. Soit au contraire, ils font ce qu'ils veulent et je vais convoquer les autres chefs religieux. waaye bu fekkente ne nag at na seen at def lañ bëgg a def. du yàgg bis laay daal di woote kilifa diine yëpp. Les propos de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké ont été traduits par Macoumba Bey. La réaction du directeur de la promotion des droits de l'enfant et de la protection des enfants, Niokho Baye Diouf, que nous écoutons au micro d'Abraham Paul Pouy. J'étais surpris par les conditions d'existence des enfants dans les daras qui sont beaucoup améliorées à travers un cadre de vie quand même qui est très sain. Des enfants que j'ai trouvés dans des conditions vraiment très sereines et également qui ont une maîtrise, il faut le dire, de petits enfants avec un niveau très élevé, n'est-ce pas, de l'apprentissage. Là, il faudra saluer l'effort que les daras ont fait quand même. Sauf que bon, c'est une erreur, il faudra le reconnaître et que bon, ça a procédé peut-être d'un modèle qui sont en train de retour, mais de manière inconsciente. Ils ne l'ont pas fait dans la volonté délibérée de nuire à l'enfant, mais ils ont pensé que c'est une éducation qui se devait de perpétuer parce qu'ils l'ont subi. Et là, maintenant, avec ce qui s'est passé, je pense qu'ils sont mieux conscientisés sur les devoirs de chacun, n'est-ce pas, à davantage se préoccuper d'abord du bien-être, de la santé de l'enfant, mais surtout de son éducation de base qui est le Coran. L'ONLP, l'Observatoire national des lieux de privation de liberté, dit avoir noté une nette amélioration des conditions de détention dans les prisons depuis 2012, date de création de l'ONLP. D'abord dans les rapports entre les détenus et les gardes pénitentiaires qui aujourd'hui, note l'ONLP, prennent conscience de plus en plus des sanctions qu'ils encourent en cas de torture. Il y a aussi la nourriture et autres. Ibrahima Diamé. Il reste beaucoup de choses à améliorer dans les lieux de privation de liberté, mais selon l'ONLP, beaucoup de progrès ont été notés dans les rapports entre les agents d'exécution de loi et les personnes privées de liberté. Madame Marceline Lopez-Ndiaye, coordonnatrice de l'Observatoire national des lieux de privation de liberté. Depuis que l'Observatoire national des lieux de privation de liberté a été créé, beaucoup de choses ont changé au niveau des prisons. Les surveillants ont compris qu'il faut que leur comportement change et je pense que ça a beaucoup changé. Ce n'est peut-être pas parfait, mais effectivement, ils font très attention parce qu'ils savent que quand on passe, on peut faire des visites inopinées et les prendre sur le fait. Selon la coordinatrice de l'ONLP toujours, beaucoup d'autres avancées ont été notées également, notamment sur la prise en charge. Sur l'indemnité journalière, elle est passée de 400 francs à aujourd'hui 1100 francs. Et dans cette indemnité, il faut déduire aussi les frais d'hospitalisation pour la santé. Donc ils sont également pris en charge pour leur santé. Un travail salué par Amnesty International section au Sénégal. Seydi Gassama, directeur exécutif. Madame l'Observateur permet aujourd'hui, dans la lutte contre la torture au Sénégal, d'avoir un plus. Ce plus, c'est d'accéder à des lieux où la société civile ne peut pas accéder. Et elle le fait avec brio, avec courage. Ce n'est pas toujours évident. Les moyens ne sont pas toujours là pour faire ce travail. Néanmoins, la formation et la sensibilisation à l'endroit des agents d'exécution de loi continuent et se poursuivent. C'était d'ailleurs l'objet de cet atelier qui a réuni des policiers, des gendarmes et des magistrats venant des régions de Kaolack, Fatick et Kaffrine. Ibrahim Diamé, Kaolack, Radio Futur Média. Il est 22h passé de 9 minutes. Vous suivez le journal sur RFM. Richard Toll, les responsables du centre de santé réagissent suite aux accusations du personnel qui, lors d'un sit-in hier, a accusé le directeur d'avoir délibérément augmenté le prix des tickets d'entrée. Des accusations non fondées, selon Moustapha Diop, le secrétaire exécutif du centre de santé
santé. Il s'est confié à Mamadou Diagne. Ils ont parlé d'une disponibilité d'intrants au niveau des laboratoires, donc je m'inscris en faux par rapport à cette allégation. Nous avons le laboratoire le plus fourni dans la zone, aussi bien en matériel qu'en produit. Il peut y avoir quelques petits produits qui manquent par-ci par-là, mais globalement, nous parvenons à faire le travail normalement. Idem la pharmacie. J'ai entendu également parler de non-paiement salaire. Je m'inscris en faux. Depuis que je suis là, il n'y a aucun mois où on n'a pas payé les salaires dans ce centre de santé-là. Et les motivations. L'augmentation des prix, ça n'a pas été ma décision. C'est des propositions qui venaient par-ci par-là. Parce qu'on a constaté depuis l'installation du centre de santé, les postes qui sont sur la route ne reçoivent plus de malades. Tout le monde venait au centre de santé. On a dit voilà, maintenant, puisque les postes ne reçoivent plus de malades, on va ajuster les prix pour permettre aux postes de recevoir des malades au moins, pour éviter que les gens viennent se retrouver tous ici. Donc on aura des difficultés à les prendre tous. Et voilà, ça va créer des difficultés au niveau de ces postes de santé-là. Non, allant dans le cadre de la bonne tenue du centre de santé, il m'accuse d'être de connivence avec le médecin. Oui, je suis en collaboration avec lui pour faire fonctionner le centre de santé, pas pour autre chose. Parce que c'est ça ma mission. Ma mission, c'est pas de venir affronter un médecin. Ça, c'est pas ma mission. Je suis pas un syndicaliste. Je suis un agent de l'État, un administrateur comme le médecin. Je sais ce que c'est qu'administrer un service. Tout ce qu'on évoque, tout ce qu'on règle, on le règle ensemble pour l'intérêt du centre de santé. 300 médecins vont prendre part au congrès de la Société sénégalaise de gastro-entérologie et d'hépatologie. Le rendez-vous qui est prévu les 28, 29 et 30 novembre prochains va permettre à ces blouses blanches venues de plusieurs pays d'échanger sur l'amélioration de la prise en charge des malades. Les organisateurs ont déploré le manque de soutien des ministères concernés. Conférence de presse cet après-midi à Dakar, compte rendu Oumar Mbow. 300 médecins d'Afrique francophone, de la France et de la Belgique en fusion pour un renforcement de capacité. Selon Dr Papa Saliumbaye, cette rencontre de 72 heures est d'une importance incommensurable dans le domaine de la santé. Les évolutions médicales en matière de diagnostic, de traitement et d'exploration, quand tous ces moyens d'exploration se développent, les diagnostics sont beaucoup plus précis. Les moyens d'exploration sont beaucoup plus précis. D'où l'intérêt de ces congrès pour un renforcement de capacité des médecins. Organiser un événement d'une telle envergure n'est pas une mince affaire, surtout que les organes habilités à mettre la main dans la poche ne réagissent pas. Dr Daoudia, président de la commission d'organisation. La charge des experts internationaux est complètement du domaine de la société. Il y a dans ce pays normalement des institutions qui devraient pouvoir mieux s'impliquer dans la recherche médicale, des connaissances dans l'amélioration des pratiques et dans la recherche scientifique. Il s'agit du ministère de la Santé, du ministère de l'Enseignement supérieur. S'il y en a une direction ou un ministère chargé de la recherche scientifique pour accompagner des sociétés comme la nôtre qui sont nombreuses dans ce pays et qui malheureusement souffrent du fait du défaut de moyens pour avancer. Une somme de 66 millions de francs CFA est déjà disponible pour la tenue du congrès les 28, 29 et 30 prochains, une somme que les organisateurs trouvent insuffisante. La souffrance des 78 élèves pensionnaires du centre d'alphabétisation des sourds de Pikine, chassés de leur local situé au complexe culturel Léopold Sédar Senghor pour des raisons de travaux. Ils ont trouvé refuge au bâtiment du service départemental des sports de Pikine, mais là aussi problème car le bâtiment est dans un état de délabrement avancé, en danger permanent, qui oblige l'administrateur du centre d'alphabétisation de Pikine à pousser un cri du cœur. Nongoka y a fait un tour. À l'extérieur, c'est un bâtiment de 3 étages menaçant ruine qui surplombe la mairie de Guinaw Rail Nord. À l'intérieur, le décor laisse planer le danger sur les occupants. Le bâtiment est vieux et puis il y a l'insécurité. Nous sommes au siège du service départemental des sports de Pikine. L'édifice, en état de délabrement très avancé, héberge le centre d'alphabétisation des sourds de Pikine. On dit bonjour, ça va bien. Ce matin, les 12 élèves sourds en classe de CP sont initiés à l'alphabet français. Nous enseignons avec la langue des signes. Si c'était le D, on fait comme ça, un seul doigt. C'est ça, il parvient à comprendre. Les conditions dans lesquelles les 78 pensionnaires du centre étudient inquiètent son administrateur, Mam Semou Diouf. Ici, on n'a que 20 élèves. Tu as vu, on n'a pas où les mettre. Notre local était au complexe Léopold
Léopold Sédar Senghor de Pikine. Timbo est venu pour nous dire qu'il va faire des réflexions. Il nous dit qu'après sa réflexion, on retourne dans notre local. La réflexion est déjà faite. Et Abdoulaye Timbo nous a exclus. Il refuse de nous donner notre local. Mam Semou Diouf déplore aussi l'indifférence de l'association des personnes vivant avec un handicap. Quand on met une association, c'est pour défendre les personnes en situation handicapée. Quand je vois l'association des handicapés organiser des soirées, vraiment c'est honteux. Défendre les handicapés, c'est ça leur rôle, pas d'organiser des soirées. Le centre d'alphabétisation des sourds de Pikine a été créé en 2009. Nongaka Pikine, RFM. RFM, la radio de toute l'actualité. Campagne de commercialisation de l'arachide. Le président de l'association des paysans du bassin arachidier accuse certains opérateurs privés de s'en prendre aux étrangers qui achètent le kilogramme à 250 francs CFA. Il demande au gouvernement de les protéger. Ibrahim Badian, interrogé par Ibrahim Djamé. Nous ne vendons pas le prix du kilogramme au prix fixé. Le prix fixé, le prix officiel, c'est 210 francs. Alors que nous sommes en train de vendre nos graines à 225 voire 250. Ça, c'est bénéfique vis-à-vis du producteur. Mais il y a des gens qui se disent être les représentants des producteurs et qui agissent au détriment des producteurs. Parce qu'un producteur ne peut pas vendre ses graines à 250. Aujourd'hui, vous permettez de penser à la suppression de ce prix. Donc, ces gens-là ne sont pas pour les producteurs. En cette période, toujours, les gens criaient sur le Mbapat. Pour cette année, il n'y a pas de Mbapat. Les producteurs sont en train de vendre leurs graines à 225, 250 francs. Ça, c'est une bonne chose et c'est bénéfique vis-à-vis du paysan. Donc, je sais très bien que l'État ne doit pas empêcher ces gens-là à venir vers les paysans pour acheter les graines. Parce qu'un producteur qui a bravé le chaud soleil de mai à janvier, quand il ne peut pas vendre ses graines à 250, 225, c'est une perte. Donc du fait que nous avons des gens qui sont là et qui achètent le prix du kilogramme à 250, vaut mieux nous laisser avec notre 250, c'est mieux. Aminata Assome Diatta, le ministre du Commerce et des petites et moyennes entreprises, se dit prête avec son ministère à accompagner les acteurs de la noix. C'est d'ailleurs en ce sens qu'elle demande aux Sénégalais de se lancer dans le secteur. Aminata Assome Diatta a inauguré ce mardi une usine de transformation de la noix située à cœur d'Aoudassar dans la commune de Bambilor. Nous l'écoutons, Aminata Assome Diatta, au micro d'Abdou Diouf Diagne. Il y a une politique de l'État pour vraiment booster la production, mais aussi la commercialisation de la noix. Donc voir qu'il y a une unité déjà industrielle qui est installée à Dakar et qui valorise ce produit ne fait que nous réconforter. Mais aussi notre présence ici se justifie par la nécessité pour nous d'encourager des initiatives de ce genre. Notre département reste engagé aux côtés des petites et moyennes entreprises et demander à tous les Sénégalais de valoriser nos produits, d'en faire des produits très prisés, bien au niveau national qu'au niveau international. Le département du commerce reste engagé, donc tout le dispositif d'accompagnement technique qui existe sera aux côtés de toutes les entreprises qui interviendront, mais également il y a l'agence de promotion des exportations qui accompagne à l'export et à l'ADPME également il y a un fonds qui permet de promouvoir en tout cas les entreprises à l'export. Donc tout ce dispositif reste entièrement à la disposition des petites et moyennes entreprises sénégalaises qui investissent et qui veulent être vraiment performantes. Depuis hier lundi, un incident informatique perturbe le réseau de la BOA, la Bank of Africa. Aucune opération de dépôt ou de retrait ne peut être effectuée dans les agences. Les clients estiment perdre beaucoup de temps. Écoutons à ce propos le témoignage de Mathieu Faye. Depuis hier, il n'arrive pas à encaisser son chèque. Il est au téléphone avec Abdoulaye Diop. J'avais un chèque à retirer dans cette banque je voulais la retirer depuis hier. Et depuis hier, je n'y arrive pas. Je passais la journée à courir, à chercher des banques BOA et la réponse qu'on vous servait, c'était le réseau ne marche pas, etc. Ce matin également, j'appelle au niveau des différentes banques BOA de la ville. Qu'à présent, on n'est pas servi. Alors je me dis, quand c'est des choses comme ça, soit ils nous font des communiqués, soit ils envoient des SMS à leurs clients, peuvent partager avec ceux qui vont aller se servir au niveau de ces banques. Et il semble que le problème était général au niveau de toutes les banques du Sénégal. Je n'ai pas vérifié, mais c'est ce qu'on nous a servi. Mais jusqu'à présent, on n'a aucune satisfaction. Je suis
allé sur place. BOA de face, j'ai passé là-bas 2 heures de temps, réseau. Je vais à celui de Mermoz, je passe là-bas 2 heures de temps. Hier, voilà, avec d'autres clients, on a passé à discuter, à nous plaindre. Rien. Je suis revenu au bureau, j'appelle l'après-midi, on me dit qu'on arrête à 15h30 et que le réseau n'est pas encore... voilà. Ce matin également, la journée, c'était des appels. Je n'avais plus envie d'y aller, mais d'appeler pour vérifier. Et jusqu'à présent, ce n'est pas réglé. Jusqu'au moment où vous nous parlez jusqu'au moment où je vous parle, ce n'est pas réglé. Retenez que la BOA a fait part du désagrément à ses clients et a affirmé que ses équipes mettent tout en œuvre pour établir la connexion au plus vite. Le réseau des acteurs et des collectivités territoriales pour une économie sociale et solidaire du Sénégal souhaite soutenir les collectivités territoriales tout en impliquant les acteurs sur le renforcement des compétences pour la création d'emplois de qualité, une croissance équitable aussi. C'est pour rendre le système économique plus résilient, durable et inclusif. Compte rendu Oumou Kalsoumli. Le réseau des acteurs et des collectivités territoriales pour l'économie sociale et solidaire veut appuyer les collectivités territoriales. C'est pour contribuer à la promotion de l'économie solidaire et à sa viabilité. Zahra Iyane Thiam, ministre de la microfinance, de l'économie sociale et solidaire au Sénégal. Le rôle et la place des collectivités territoriales pour la promotion de l'économie sociale solidaire n'est plus à démontrer. Une autre des valeurs de l'économie sociale solidaire, c'est le partage, c'est la solidarité. Face aux défis écologiques, économiques et démographiques, le réseau entend impliquer toutes les couches sociales par la création de richesses durables. La plateforme compte jouer pleinement sa partition. Dans l'élaboration des plans locaux de développement des collectivités, que nous puissions avoir la prise en charge de l'économie sociale solidaire. Ça, ce sont des premiers éléments. Maintenant, en attendant de voir sur toute la chaîne de valeur au niveau des terroirs, quelle est la meilleure stratégie d'implémentation de l'économie sociale solidaire. Le président de l'AMS apprécie cette initiative. Il invite les acteurs à créer des politiques publiques en vue de rendre efficaces les activités. À l'UNSAL. Cette initiative, cette nouvelle dynamique en vue de reconnaître l'économie sociale comme une activité contribuant réellement au développement économique et social, mais aussi comme une modalité des politiques publiques. En réussissant à faire accepter, faire comprendre, faire accepter cette nouvelle dynamique, je crois que notre plaidoyer réussira. Cette rencontre a permis aux acteurs de partager des expériences et entamer des réflexions pour renforcer les compétences territoriales, pour voir comment élargir les connaissances. Merci beaucoup, Moukalsoum Li. À 22h22. Bonsoir, Seydou Nourouba. Bonsoir, Mme Dion. RFM Sport. Coupe du monde de beach soccer, les Lions sont en quart de finale. Ils ont réussi leur 3e match face aux Émirats Arabes Unis. 3-1 et accèdent, vous l'avez dit, en quart de finale. Un match difficile, surtout en première période, mais les Poulans de Ngalasila ont su profiter des erreurs de l'équipe adverse en seconde période. Envoyé spécial sur le Tcham. Face à une équipe émirienne très attentiste, les Lions du beach soccer n'ont pas pu trouver le chemin des filets des Émirats Arabes Unis lors des 2 premiers tiers-temps. Il a fallu attendre la 27e minute pour voir Mamadou Silla ouvrir le score. Raoul Mendy et Ninou Diatta corsent l'addition. Un match difficile, affirme le capitaine Alseyni Ndiaye. On avait du mal à marquer. Si vous voyez, on a marqué au 3e quart-temps. Donc l'équipe du Émirat arabe était bien en place. Nous aussi, on était bien en place. On n'était pas pressés. Parce qu'aujourd'hui, si on était pressés, on risquait de passer à côté de notre match. Restez serein et bien concentré, telles étaient les consignes du sélectionneur. Et les joueurs l'ont bien respecté. Ainsi, les Émiriens sont tombés dans leur propre piège, explique l'un des buteurs sénégalais, Raoul Mendy. Donc on les attendait pour qu'ils fassent juste une erreur et on profite des contres pour les marquer parce que eux, ils aiment beaucoup plus jouer sur un faux rythme, essayer de ralentir le jeu, parce qu'ils sont un peu faibles physiquement, donc on les attendait, essayer de jouer en contre et si on a la balle aussi, essayer parfois de les accélérer, de les fatiguer un tout petit peu. Parce qu'on savait une fois
qu'on arrive à marquer le premier but, on peut continuer à marquer d'autres. Avec cette victoire, synonyme de qualification, les Lions restent beaucoup plus confiants. En quittant le Sénégal, on s'était fixé un objectif qui est les demi-finales. Donc depuis 2007, l'équipe nationale du beach soccer n'a jamais atteint son objectif. Je peux dire que maintenant, notre Coupe du Monde vient de commencer. Les Lions du beach soccer vont jouer leur 4e quart de finale après 2007, 2011 et 2017. Soletiam, Asunción, Paraguay, Radio Futur Média. Et le coach des Lions du beach soccer dit avoir mis en place un schéma tactique. Ngala Sylla croise les doigts pour relever le défi face au Portugal. Il est au micro de Soletiam. Aujourd'hui, on a vu un match très tactique. Il n'y a pas de l'aspect physique, mais c'était tactique. On a couru derrière le ballon, on les a laissés avec le ballon, mais c'est un schéma tactique que nous avons mis en place. Il fallait les laisser avec le ballon, le reculer, essayer de jouer avec des contres. Et on avait dit les joueurs, soyez patients. Aujourd'hui, le score ne pouvait pas dépasser 5 buts maximum parce qu'il fallait jouer avec des contres. On a réussi le coup. Chapeau à mes joueurs, félicitations à tout le monde. Maintenant, cap, c'est ce qui est devant nous. Dans notre compétition démarre parce que ce n'est pas une première qu'on est en quart de finale. Maintenant, il faut essayer de croiser les doigts et essayer de faire le maximum possible de récupération et faire un grand match les quarts de finale pour au moins relever un défi. Le fait d'ouvrir le score juste à la 3e période, qu'est-ce qu'il explique? Oui, on l'avait dit, c'était la patience. On a insisté surtout sur la patience parce qu'eux, ils insistaient sur un schéma tactique que nous maîtrisons bien parce que nous, on l'avait dit, le 2-1-1, c'est notre système le plus défensif qu'on maîtrise parce que c'est bascule à 2. Sinon, on pouvait basculer à 3, mais c'est très rare, ou bien bascule à 4, c'est très rare encore. Donc c'est le bascule à 2, donc les autres qui sont devant vont faire beaucoup d'efforts et s'ils jouent des comptes aussi, c'est très rare de marquer un but. La preuve, c'est cela qui a ouvert le score, c'est parce qu'il est derrière, il n'a pas fait aucun d'effort derrière, sauf à part les marquages. Sinon après voilà, une fois récupéré le ballon, on avait dit l'issue et calmement essayer de tirer au but. Une fois que vous l'avez maintenant apprécié à eux de tête pressée et après maintenant vous pouvez marquer 2e but, 3e but et on l'avait fait. C'est malheureux qu'on prend un but parce qu'ils n'avaient pas le jeu qu'il fallait faire pour nous marquer un but. C'est un but qu'on a pris par des regrets, mais ça fait partie du jeu. L'international sénégalais Sadio Mané a tous les atouts pour remporter le Ballon d'Or. C'est cela, une conviction de Papa Amadou Fall. Le consultant sportif a par ailleurs appelé le continent noir à s'unir autour de l'attaquant de Liverpool, Fama John, notre envoyé spécial à Abuja, l'a rencontré. L'international sénégalais répond aux critères pour remporter le Ballon d'Or. Il est décisif aussi bien en équipe nationale qu'en club, témoigne Pape Amadou Fall, consultant sportif, directeur de publication de l'hebdomadaire La Gazette. Mettons en avant les 3 critères que sont l'efficacité, buteur, il l'est. Nous pensons également à l'altruisme parce que c'est un garçon qui est au service de son collectif, qui apporte beaucoup à son équipe, autant au plan offensif qu'au plan défensif. Et le 3e critère sur lequel je vais m'arrêter, c'est le fair play. Au-delà du Sénégal, l'Afrique toute entière doit porter Sadio Mané. Et si le continent seul votait, le pensionnaire de Liverpool serait Ballon d'Or. C'est la conviction de Pape Amadou Fall. L'Afrique doit porter le combat. L'Afrique doit porter le combat parce que si nous avons la chance de pouvoir compter dans ce vote qui va se faire, il faut que la voix de l'Afrique soit extrêmement forte et qu'elle porte Sadio Mané. Sur les plateaux de télévision, de manière générale au plan international, partout, vous entendez tonner la voix de Sadio Mané. Le nom du meilleur footballeur de l'année sera connu début décembre. Le vœu de tout le continent est de voir Sadio Mané soulever le trophée. Mais il n'est pas seul dans la course. Récemment, un sondage du Figaro l'a placé à la 2e position, derrière Lionel Messi et devant Cristiano Ronaldo. Fama John, Abuja, RFM. Le consultant sportif Papa Amadou Fall s'est aussi prononcé sur l'état des infrastructures sportives au Sénégal. Selon lui, le programme chinois annoncé par le ministre des Sports doit être accéléré. Le Ligue des Champions, le PSG arrache le match nul face au Real Madrid. Mené 2-0 jusqu'à la 81e minute, Neymar et ses coéquipiers sont revenus au score. En l'espace de 3 minutes, l'international sénégalais Idrissa Gana Gueye a quitté la pelouse dès la fin de la première période. Le Bayer Leverkusen s'est imposé sur la pelouse du Lokomotiv Moscou 2-0. Tottenham bat Olympiakos 4-2. La Juventus de Turin arrive à bout de l'Atlético de Madrid 1-0. Manchester City, tenu en échec par Shakhtar Donetsk, mais se qualifie. Le Bayern Munich qui domine largement l'étoile rouge de Belgrade 6-0. 4 buts du Polonais Lewandowski.
N'Golo Kanté, le milieu de terrain de France et de Chelsea, a porté plainte devant le parquet de Paris pour escroquerie, tentative d'escroquerie, abus de confiance et exercice illégal de la profession d'agent sportif. Plainte contre Noiri Khiari, 52 ans, qui a exercé en tant qu'agent d'image de l'ancien joueur de l'Esther Moudamardion. Merci beaucoup Seydou Nourouba. Le tour du web sur RFM. El Hadji Ndati Diop. Bienvenue. Affaire du Serigne Dara Ndiagne arrêté suite à des sévices corporels sur un talibé, la position du Khalif général des Mourides sur la question dans une vidéo à la une de Seneweb. Sur le même sujet, Leral.net livre la colère de Serigne Abdou Samad Mbaké. Nos autorités sont plus promptes à jeter en prison un maître coranique qu'à arrêter des agresseurs. Le fils de Serigne Sonibou Mbaké sort de ses gangs pour dénoncer l'impunité dont jouissent certains malfaiteurs. Homosexualité, prostitution, pornographie, les révélations explosives de Jamra, informe Seneweb à travers une interview audio que le vice-président de l'ONG a accordée au site. Retour sur la conférence de presse du directeur général de la Sénélec. Pourquoi nous avons augmenté le prix de l'électricité? Tentative de réponse de Papa Mademba Biteye sur igfm.sn. Il explique que le réajustement tarifaire était inévitable en raison de la disparition de la compensation financière que l'État versait à la Sénélec. Propos que l'on retrouve aussi sur Seneweb. Sur Dakar Actu, le directeur général de la Société nationale d'électricité va plus loin et précise que cette hausse ne va pas booster les revenus de la Sénélec. D'ailleurs, il parle d'un manque à gagner qui se chiffre à 12 milliards de francs CFA. Mais sur Budset, Papa Demba Biteye annonce que les ménages à faible revenu ne sont pas concernés. Mais il faut signaler que cette hausse des tarifs de l'électricité ne sera pas sans conséquence. Macky hausse les factures de l'électricité dans l'air. Titre Sénégal7.com. Sport, Ligue des champions européens, le Paris Saint-Germain tient tête au Real à domicile. 2 buts partout, au moment où 8 Sports s'intéresse à Crépin Diatta, son but, son carton rouge et à l'élimination de son équipe Bruges face à Galatasaray. 1 but partout. Terminons avec RFI.fr qui fait état de 13 soldats français tués hier au Mali dans un accident d'hélicoptère. Les 2 appareils de la force Barkhane sont entrés en collision. C'est tout pour ce tour du web. Le marché sur RFM. Le marché, Nafisto Satousida. Bienvenue. Nombreux sont les travailleurs obligés de dépenser beaucoup d'argent pour la restauration à cause de la journée continue. Certains déboursent au quotidien entre 2500 et 3000 francs CFA pour manger dans un restaurant à midi après avoir redonné bien sûr la popote à la maison. Popote qui peut varier entre 3000 et 10 000 francs selon la taille de la famille et les moyens. Certains expliquent qu'ils déboursent pas moins de 100 000 francs en 4 semaines contre 200 000 francs pour la famille. Mohamed Nabissila. Après la dépense quotidienne à laisser à la famille, des charges s'imposent aux travailleurs obligés de fréquenter les restaurants à cause de la journée continue. La dépense quotidienne pour la famille que vous avez laissée à la maison. Mais sinon, nous sommes en ville, nous sommes obligés des fois de manger en ville. Et manger en ville demande encore une autre dépense, en plus bien sûr de celle donc laissée à la maison. On est obligé de le faire parce qu'on ne peut pas peut-être attendre, par exemple, le petit déjeuner de 8 heures, rester jusqu'à 16 heures sans manger. C'est vraiment difficile. C'est pourquoi donc ça nous impose vraiment à manger dans les restaurants ici en ville. Le chef de famille Adama Sall explique que cela a un coût car pas moins de 2500 sont déboursés pour ses besoins alimentaires au quotidien. Par exemple, moi je donne chaque fois en quittant la maison 3000 francs pour la dépense quotidienne. Mais il me revient aussi au restaurant de payer 2500 à 3000 francs. C'est-à-dire une dépense égale donc à celle que je laisse à la maison. C'est un petit problème, mais on est obligé de le faire et on est tenu aussi de faire ce genre de choses. Amadou Ndaw confirme les chances économiques dues à la restauration relativement chère à Saint-Louis. Ça grève le budget parce que quand on sait qu'à Saint-Louis par exemple le plat c'est à 2500, surtout au niveau de l'huile c'est à 2500 francs qui est vendu. Donc si vous mangez 7 jours 2500, c'est un budget. Si aujourd'hui par exemple vous devez donner 5000 francs de DQ, de dépenses quotidiennes chez vous, plus ces 2500 là, ça grève votre budget. Ça veut dire qu'à la fin du mois, vous allez
allez vous retrouver avec 100 000 francs de dépenses pour votre consommation personnelle et 200 000 pour la famille. Donc ça veut dire que vous mangez, vous, un demi de la dépense quotidienne que vous donnez chez vous. Dans l'île de Ndar, les prix pratiqués dans la restauration sont influencés par le tourisme, mais également la présence d'agents de l'État et du secteur privé. Ndar est une ville très touristique, c'est compliqué, mais également quand on regarde, on voit qu'il y a beaucoup de restos, c'est parce qu'il y a beaucoup d'expatriés, ce qu'on appelle entre guillemets les expatriés qui habitent dans d'autres régions et qui viennent travailler à Saint-Louis, qui viennent souvent sans leur famille, qui viennent seuls. On mange ici et on fait manger à la maison, donc ça ne les disculpe pas. La double dépense au quotidien pour la restauration reste une charge qui grève le budget salarial au point d'empiéter sur les autres dépenses. Les prix proposés dans plusieurs de ces restaurants sont excessifs, mais cette cherté s'explique par le confort et la qualité des plats. Et selon Mohamedou Lamine Mbengue, expert consultant en marketing, il s'agit d'une stratégie commerciale. Une autre tendance, les services livraison offerts par des restauratrices qui proposent souvent des services de qualité, parfois à coût élevé. Des techniques purement commerciales, de l'avis de notre expert en marketing social, surtout avec les nouvelles techniques de l'information et de la communication. Il s'est entretenu avec Seydou Nourouba. Mohamedou Lamine Mbengue, merci d'être avec nous. Comment expliquer ces restaurants qui pullulent en ville, qui accueillent des clients souvent de haute facture, mais avec des plats qui coûtent quand même cher? Bon, ça c'est la loi du marché, vous savez. La restauration est un secteur qui marche partout, dans toutes les villes, toutes les grandes villes. Ça ne marche pas en milieu rural parce que là-bas, c'est à côté. Maintenant, c'est en ville, il y a beaucoup de monde, le besoin est là, le besoin de manger à midi est là. Donc, les restaurateurs maintenant, vous savez, s'ils faisaient des prix qui ne marchaient pas, la loi de la concurrence doit jouer. Mais si la loi de la concurrence fixe un prix standard, dans un certain milieu et dans un certain environnement, les gens ont le choix parfois. Ils veulent aller dans des standings, même en ville, il y a des gargotes qui vendent à 500. Mais bon, compte tenu de son standing, on ne va pas aller là. On va aller dans de grands restaurants climatisés et avec tout, parce que c'est pas seulement le plat qu'on te vend. On te vend également l'endroit. Tout cela rentre dans le prix, c'est des coûts indirects qui vont relever le prix du repas. Alors, une autre tendance, professeur, celle de voir les restauratrices envoyer des plats que des employés de différentes entreprises commandent, et ces plats sont vendus entre 1500 et 2000 francs CFA. Oui, un peu que ça va être moins cher que dans certains endroits, parce que également ce sont des stratégies commerciales que certains trucs vont chercher. Pour éviter des charges fixes, ils vont cuisiner chez eux et ils vont essayer de trouver maintenant les clients. Et quand ils vont les trouver, ils vont essayer de négocier. Maintenant, il y a le plat du riz, mais également ils vont payer le déplacement. Bon, et ça va faire peut-être dans les 2000, qui peut sembler raisonnable compte tenu peut-être de la qualité également de la cuisine, la qualité du français, la qualité du riz, la qualité du poisson, ça aussi, ça peut différer. Les quantités également. Donc tout ça sont des stratégies commerciales, les technologies de l'information, la communication, donc on aura beaucoup de plus en plus. C'est tout pour le marché. Merci à Mohamed Nabissila, à Seydou Nourouba pour la réalisation et à Hassan Diouf pour la technique. Tantée Salimata Ao. Bienvenue. La fièvre hémorragique de Crimée-Congo est méconnue des Sénégalais. Un cas a été détecté à Kaolack. Aujourd'hui, avec nous, le docteur Boli Diop, chef de la division surveillance épidémiologique riposte vaccinale. Docteur, expliquez-nous cette maladie. La maladie Crimée-Congo est une zoonose, c'est-à-dire une maladie transmise à l'homme par l'animal. Cette transmission se fait par l'intermédiaire de la piqûre d'une tique. Elle est une maladie à déclaration obligatoire. C'est une maladie qui existe en Afrique, en Europe et en Asie. La durée d'incubation dépend du mode de contamination. L'apparition des symptômes est brutale avec de la forte fièvre. Le Crimée-Congo est une maladie infectieuse qui se manifeste par de la fièvre et des signes qui ressemblent à une grippe ou à un paludisme. Après une période qu'on appelle d'incubation qui varie de 3 à 9 jours, le malade présente une fièvre et des douleurs musculaires, des maux de tête ou des fois ce tableau est associé à ce qu'on appelle des signes neuroménagers. Mais dans la plupart des cas, la maladie évolue de façon favorable. Dans certains cas, elle peut se compliquer de forme hémorragique. La prise en charge de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo repose principalement sur le traitement symptomatique. Docteur Boli Diop. Pour le Crimée-Congo, il existe un traitement à base
d'antirétroviral, mais aussi un traitement symptomatique qui permet aux malades de se sentir mieux au bout de quelques jours. Au Sénégal, la maladie Crimée-Congo existe et est diagnostiquée grâce au laboratoire. Je rappelle que cette maladie Crimée-Congo ressemble à plusieurs autres maladies que nous suivons au Sénégal dans le cadre de ce qu'on appelle la surveillance des arboviroses. Pour la prévention, il faut porter des vêtements protecteurs, voir régulièrement s'il n'y a pas de tiques dans les vêtements ou sur la peau. C'était tout pour Bonne Santé. Rendez-vous demain pour un autre numéro. Du mardi porte la signature de Papa Sambokan. Une belle photographie fait le buzz, comme on dit aujourd'hui, depuis quelques jours sur Facebook. Le photographe, inconnu de l'auteur du post, restera donc anonyme. Dommage. L'image est vraiment belle et capture le regard. Elle montre deux femmes aux couleurs des pagnes, corsages et foulards bariolés qui soulèvent une bassine bleu foncé pleine de sel. Du sel compact, blanc, nacré, amoncelé sur une hauteur de 40 cm au-dessus du bord de la bassine. Elle doit peser au moins 50 kilos. Les deux femmes grimacent. Leur posture indique que l'une aide l'autre à porter la bassine sur sa tête. Mais il y a une image dans l'image, touchante, en contraste avec toute la dynamique de la photographie. Celle-ci est pleine de mouvements et de couleurs. Cette image, dans l'image, ce sont deux enfants, encore des bébés, endormis chacun sur le dos de chacune des deux femmes, attachés solidement sur le dos de leur mère, récolteuse de sel, sous l'ardent soleil, ces bébés dorment profondément. On eût dit qu'ils affectent l'indifférence face à leur apparemment peu enviable sort, confiants en un avenir que, pourtant, tout homme ordinaire verrait chargé de nuages. Et pourtant, moi, je les ai crus, et j'ai composé pour eux un chant optimiste. Le voici. Belle photo éclatante de couleurs raconte la belle histoire des enfants du sel. Demain n'appartient à personne. Que Dieu protège leur devenir comme il veille sur leurs rêves présents sous le soleil et le sel âpre des sueurs maternelles. Quand on sait comme le sel est lourd, plus que ces enfants au sommeil lourd sur le dos de leur mère, puisse-t-il un jour alléger le fardeau des pieds, des reins, des cuisses et du dos de l'âpre amour maternel, ni de souvenirs éternels. Demain, poète, PDG ou comptable, Mandela ou Bill Gates, qui sait de quoi demain sera-t-il fait, lourd de la bassine de sel et de sable. Légères pourront être les barrières de la vie avec brio enlevé, et bien brillantes les carrières, éclairer les esprits et envier. Enfant du sel lourd du lac Rose, mère au dos courbé de fières douleurs sous le poids d'une vie morose, je sens la grâce demain de vos bonheurs. Belle photo éclatante de couleurs raconte la belle histoire des enfants du sel, dit comme si demain n'était qu'un conte, que leur vie n'en sera que plus belle. Belle autant que l'eau du lac Rose au coucher orange du soleil, dit belle photo vermeille, et nous te croirons. RFM, l'invité. 22h43, l'invité de RFM Soir est El Haj Mansour Diop, expert en transport aérien, ancien commissaire au pèlerinage au lieu saint d'Islam. Il répond aux questions de Papa Besdiba. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de rester en notre compagnie. Nous sommes avec El Haj Mansour Diop, expert en transport aérien, ancien commissaire au pèlerinage. Monsieur Diop, bonsoir. Bonsoir Diba. Nous parlons d'abord de Air Sénégal. Est-ce que vous pensez que la compagnie a atteint un niveau qui puisse lui permettre d'acquérir un nombre aussi important du type d'appareil Airbus? Bon, je crois que il faut comprendre que les 8 appareils dont on parle ne sont pas des appareils qui viennent là en 2019 ou en 2020. Mais c'est étalé un peu dans le temps. Oui, on parle de 2 par an. Ah, 2 par an, oui. Ok, à ce rythme-là, effectivement, oui. Disons que n'oublions pas que les avions, ce sont des outils indispensables dans le transport aérien. C'est peut-être le premier outil qu'il faut acquérir, bien sûr. Après, il faut savoir comment utiliser cet outil-là. Mais dans l'ambition qui est affichée, de faire de l'aéroport AIBD, qui dessert essentiellement Dakar, d'en faire un hub
il faut des moyens, c'est-à-dire il faut des avions. C'est-à-dire qu'il faut revenir peut-être sur la définition du hub dont tout le monde parle, pour rappeler qu'il s'agit simplement pour l'aéroport de référence qui est AIBD, en l'occurrence, de faire en sorte que les avions de grande capacité comme la 330, ces avions qui vont faire des lignes, mettons sur Paris, prenons cet exemple-là, il s'agit d'avoir les moyens d'avoir donc des avions de moindre capacité qui viennent alimenter à AIBD ce vol qui est opéré en gros porteur. Je m'explique, vous prenez par exemple, vous avez assez de moyens pour faire en sorte que des vols en provenance de Nouakchott, de Bamako, de Conakry, de Guinée-Bissau, de Banjul, viennent à Dakar, mettons, à 22h, pour attraper le vol opéré en gros porteur qui, lui, va faire Dakar-Paris. Et dans ce Dakar-Paris, il y aura donc des gens en provenance de Conakry, de Bamako, etc. Donc, dans l'architecture des vols, il faut prévoir d'avoir les moyens porteurs qui viennent de ces différents points-là pour alimenter ce vol. Et à l'inverse, quand le vol revient de Paris, il faut qu'en arrivant à AIBD, que les passagers qui étaient à bord puissent trouver d'autres vols opérés par des avions de moindre capacité qui puissent leur permettre de continuer leur voyage sur Conakry, sur Bamako, etc. En somme, le hub, c'est ça. Vous l'évoquez, au début, le hub, c'était l'objectif que s'étaient fixé les autorités. Pensez-vous que Air Sénégal est sur la bonne voie pour faire de Dakar le hub? Bon, disons que les différents paramètres, les différents éléments qui devraient lui permettre de réaliser cette ambition, comme je le disais tantôt, évidemment, les avions constituent une bonne partie. Et s'ils ont un plan d'équipement qui est concret, puisqu'il y a quand même déjà des avions qui sont là, c'est déjà très bien. Les autres aspects, pour réussir ce hub, évidemment, il faudra que l'équipe qui est mise en place pour manager Air Sénégal, une équipe de professionnels à qui il faut faire confiance, bien entendu. Cette équipe-là sait comment utiliser les avions, c'est-à-dire quel est le réseau sur lequel ces avions vont être affectés. Quel est le marché porteur sur lequel Air Sénégal a l'ambition de prendre des parts de marché substantielles. Et tout cela, c'est une question d'étude, de marché, de planification, de mise en place de réseaux, de vols, de simulation de résultats, et évidemment pas juste dans le court terme, mais également dans le long terme. Et c'est tout cela qui nous fait dire qu'aujourd'hui, mettre en place, acquérir des avions, cela procède bien sûr de cette volonté de faire face aux différents éléments qu'il faut mettre en place pour que le hub soit réussi. Le tout permettant évidemment d'avoir des résultats financiers corrects en fait. Pour 2019, il parle de plus de 100 millions de chiffres d'affaires, de bénéfices. C'est acceptable? Bon, pour une compagnie qui démarre, si elle équilibre ses comptes au bout de, mettons, 2 ans, je trouve que c'est très bien. Il faut savoir aussi que dans le transport aérien, les marges ne sont pas extraordinaires. Mais c'est justement, pourquoi les compagnies aériennes sont déficitaires très souvent? Alors, je donne d'abord le résultat pour dire que c'est une moyenne de 4% en général pour les compagnies qui s'en sortent, de 4% du chiffre d'affaires, quand elles arrivent à faire des bénéfices. Alors, pourquoi souvent les compagnies sont déficitaires? Il faut savoir que la concurrence est rude. On est très loin des années où la clientèle était plus ou moins captive, où les compagnies aériennes avaient des clients du gouvernement, du service privé également, qui payaient rubis sur ongle et qui ne faisaient pas trop de calculs. Mais aujourd'hui, les clients, d'abord, sont très exigeants. Ils savent qu'ils ont le choix, donc la concurrence dont je parlais, et ils cherchent les meilleurs tarifs. Donc, les compagnies, pour obtenir la bonne clientèle, évidemment, jouent beaucoup sur les tarifs. À un moment donné, évidemment, il ne faut pas aller en dessous d'un certain niveau. Et c'est ce qui fait que
La plupart des compagnies qui n'ont pas les reins assez solides sont victimes de la concurrence. Aujourd'hui, je vous donne un exemple, vous voulez aller à Paris, vous avez le choix entre peut-être une dizaine ou une quinzaine de compagnies là au départ de Dakar. Donc il s'agit de faire les yeux doux à la clientèle, il faut étudier les tarifs, c'est des études permanentes pour être en mesure d'offrir à la clientèle des prix qui ne coulent quand même pas la compagnie. Bon. Apparemment, Air Sénégal a une demande qui dépasse largement l'offre. Bon, ça veut dire que Air Sénégal est sur la bonne voie. Mais ce que je veux rappeler ici, c'est que dans ce secteur, les changements sont rapides. Les clients sont exigeants. Ils ont le choix. La concurrence est ardue. Donc, il faut qu'au niveau du management d'une compagnie aérienne, quelle qu'elle soit, qu'en permanence, les gens se remettent en cause en tenant compte des réalités et en tenant compte justement des coûts, des recettes, etc. Bon, c'est pourquoi même au niveau de la fixation des prix, aujourd'hui, c'est toute une science, c'est ce qu'on appelle le pricing, le yield management, etc. Ce sont des spécialistes qui font ça. La ligne Dakar-Paris avait déjà atteint un coefficient d'occupation de 90%. C'est important, ça. C'est important. Vous savez, quand on dit 90%, ça veut dire que à ce niveau-là, on a dû refuser de la clientèle. C'est une moyenne quand on parle de 90%. Si ce sont les chiffres que Air Sénégal vous a donnés, j'ai dit bravo parce que ça veut dire qu'il y a un management qui suit de très près la commercialisation des capacités et adapte ses tarifs également au marché, aux besoins du marché et arrive à faire un bon coefficient de remplissage. Bien remplir un avion, c'est très bien, c'est excellent, mais ce n'est pas suffisant non plus. Il faut que ce qu'on appelle la recette moyenne, c'est-à-dire que si vous remplissez votre avion avec de bas tarifs, évidemment vous êtes content parce que vous avez un coefficient de remplissage élevé, mais en valeur absolue, vous avez des recettes plutôt basses. Et donc, les compagnies aériennes essayent de concilier un bon coefficient de remplissage, mais également avec ce qu'on appelle une bonne recette unitaire. À l'annonce de cette commande de 8 appareils auprès d'Airbus, on a appris que la compagnie ivoirienne Air Ivoire a également décidé de se réorganiser. Est-ce qu'à terme, cette concurrence-là, est-ce que ça ne va pas un tout petit peu gêner Air Sénégal dans son déploiement? Bon, ce sont les règles du jeu. Bon, Air Côte d'Ivoire, qui est également, disons, la Côte d'Ivoire a plus ou moins le même problème que le Sénégal, c'est-à-dire compagnie après compagnie, les États essayent maintenant d'avoir quand même des compagnies viables. Et Air Ivoire, Air Côte d'Ivoire, comme ils s'appellent maintenant, ne va pas rester les bras croisés, bien entendu. Et c'est de bonne guerre. Donc la concurrence telle qu'elle existe sera exacerbée, mais cela me permet d'aborder un autre point, c'est-à-dire que dans une sous-région que nous partageons, il y a beaucoup de secteurs de coopération possibles entre Air Sénégal et Air Côte d'Ivoire. Ne serait-ce qu'au niveau des dépenses, par exemple, le fait d'aller négocier ensemble du carburant ou de négocier ensemble les assurances, ça leur permet tout de suite de faire des économies substantielles pour les deux. Je rappelle que vous avez été commissaire au pèlerinage à la Mecque. Ces derniers temps, il y a eu des problèmes entre la délégation et les privés. Avec le recul, quelle explication à ces problèmes-là entre privés et la délégation? Bon, je pense que il faut certainement une meilleure communication entre les deux entités. Il faut savoir que la délégation générale est celle qui est là pour réguler tout ce secteur, l'organiser, concéder les droits de l'État vers au privé. C'est ce qu'on appelle les quotas, puisque le quota globalement appartient à l'État, bien entendu. Bon, je pense qu'avec une communication maintenue, les deux entités vont trouver
vont trouver un accord. Oui, justement, à la dernière rencontre des agences privées, ils avaient réitéré cette demande-là en disant que c'était aussi une idée émise par le président de la République. Ça peut être la solution, la privatisation. Bon, disons la privatisation, l'idée de la privatisation, c'est pas quelque chose de nouveau. Il faut savoir que la situation aujourd'hui est que les privés convoient environ 80% des pèlerins, bien entendu avec la volonté de la délégation générale qui représente l'État pour cela. Disons que l'idée qui avait été émise à l'époque, avant que la délégation ne soit créée, au cours d'une réunion où le secrétaire général des Affaires étrangères de l'époque, monsieur Amadou Kébé, que je salue au passage, au cours d'une réunion qui rassemblait les anciens commissaires au pèlerinage, des idées avaient été données et l'opinion qui avait été émise, en tout cas de ma part à l'époque, c'était que, vu le partage de pèlerins, à l'époque déjà, entre le commissariat général et les privés, il était bon d'aller vers une solution où l'intégralité des pèlerins serait confiée au privé. Le commissariat général, ou plus tard la délégation générale au pèlerinage, comme on l'a appelé, étant l'organe régulateur, qui ne serait pas donc voyagiste. Donc l'État ne serait plus voyagiste, mais plutôt assurer son rôle de régulation, de surveillance, d'inspection, de sanction, d'organisation globale, mais ceux qui mettraient la main à la pâte pour aller chercher des clients, fixer des tarifs, chercher des avions, etc. Eh bien, c'est ça. Elhadji Mansour Diop, je vous remercie. Je vous en prie et j'espère que ces quelques mots aideront à faire avancer les choses. Je rappelle que vous êtes expert en transport aérien et ancien commissaire au pèlerinage à la Mecque. Merci beaucoup, M. Diba, et salutations à nos amis de GFM.